Au sommaire de cette édition, première communication officielle sur l'arrestation d'un militaire et d'un VDP burkinabé en terre ivoirienne. Le gouvernement ivoirien l'a confirmé hier à l'issue du Conseil des ministres. Toutefois, il rassure que le dialogue n'est pas rompu avec le Burkina Faso. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement à l'entame de ce journal. Le Burkina Faso célèbre le mois du patrimoine burkinabé du 18 avril au 18 mai 2024. Depuis 2023, le Burkina Faso consacre une période pour célébrer son histoire, ses traditions et sa diversité culturelle à travers ce mois du patrimoine burkinabé. 2024 marque la deuxième édition et est placée sous le thème « L'éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso ». On en parle également dans cette édition. L'invité de ce journal est l'abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin. Avec lui, nous parlons d'un projet sur l'entrepreneuriat, l'autonomisation des fidèles chrétiens. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Nous serons à vous dans quelques instants. Okay. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement ivoirien confirme l'arrestation d'un militaire et d'un VDP burkinabé en terre ivoirienne. Selon les autorités ivoiriennes, ils sont entrés illégalement sur leur territoire, mais il assure que le dialogue n'est pas rompu. Les autorités militaires des deux pays doivent se rencontrer pour échanger sur la question du franchissement de la frontière. Écoutons le porte-parole du gouvernement ivoirien. Un militaire et un VDP ont été pris parce qu'ils sont entrés de façon illégale sur le territoire ivoirien. C'est vrai. Le contact n'est pas rompu, comme je ne cesse de le dire, avec nos frères du Burkina. Et donc, les états-majors se parlent et je pense que très bientôt, il y aura une rencontre qui va permettre de régler toutes ces questions et permettre à nos pays de retrouver donc leur fraternité d'antan. Donc il n'y a pas de problème particulier. Les contacts ne sont pas rompus. Les échanges ont lieu et il est prévu que les états-majors se parlent pour pouvoir donc régler ces petites questions de franchissement de frontières qui existent en nos deux pays. J'ai expliqué que c'est pas la première fois que ça arrive. Il est déjà arrivé qu'au niveau de la Guinée, par exemple, on ait de pareils incidents où ce sont des militaires guinéens qui franchissent la frontière de la Côte d'Ivoire ou alors des Ivoiriens qui franchissent donc la frontière de la Guinée. Nos frontières sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CEDEAO justement qui travaille à la délimitation des frontières. Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir donc les régler. Et c'est ce qui va se passer avec le Burkina. Et très vite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et puis au Niger, les autorités à travers un arrêté pris hier veulent rapatrier les mendiants en situation de détresse à l'étranger. Un comité de pilotage a été mis en place hier et a pour objectif de recenser, rapatrier, accueillir et acheminer vers leurs localités respectives ces personnes et leur garantir une réinsertion sociale. Dans cet arrêté, le gouvernement nigérien précise que ces actions de rapatriement sont organisées dans un cadre humanitaire conformément aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux et concernent que les Nigériens en détresse. Je vous le confiais également en titre, mois du patrimoine burkinabé du 18 avril au 18 mai 2024. Il est question de valoriser et de promouvoir les potentialités culturelles, touristiques et historiques du Burkina Faso. Deuxième du genre, il se tient sous le thème éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso. C'est le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela qui a procédé au lancement officiel de l'événement. Retour sur la cérémonie de lancement avec Daouda Yamiogo.
espaces et sites patrimoniaux, notamment les musées, les palais des rois et chefs traditionnels, les enceintes religieuses, pour ne citer que cela, sont des endroits à découvrir ou à redécouvrir durant le mois du patrimoine burkinabé. À travers ce mois, les filles et fils du pays des hommes intègres sont appelés à promouvoir et valoriser leur culture. Cette période doit être également un moment de réflexion et d'introspection pour chacun de nous, d'évaluation critique de notre contribution à l'édification de cette société que nous voulons fonder sur des valeurs communes partagées comme le pardon, la solidarité, le partage et l'amour de son prochain. De grandes innovations sont au menu de cette deuxième édition, à savoir l'organisation de panels sur l'éducation, l'introduction du concept Mon tour de ville, mais aussi des stars de la culture burkinabé ont été faites ambassadeurs pour assurer le caractère populaire de l'événement. Ce que nous pensons faire, c'est de continuer, en tout cas, l'œuvre que nous avons, que nous menons depuis des années, en tant que conteurs, en tant que forgerons, faire en sorte que nos enfants puissent se reconnecter avec leur propre culture, faire en sorte que nos enfants soient fiers d'être burkinabés, faire en sorte que les burkinabés puissent être des vrais touristes même de leur propre pays, puissent avoir l'amour de leur propre pays et aller en tout cas au musée, aller découvrir les différents sites touristiques, aller encore respecter en tout cas les valeurs de notre tradition. Pour le Premier ministre Apollinaire Kelem, c'est une occasion pour les Burkinabés de célébrer leurs racines et leurs valeurs qui les unissent. L'enracinement culturel ne veut pas dire le mépris des autres cultures. Non. Il faut s'enraciner culturellement pour s'ouvrir aux autres sans se perdre. Parce que si vous n'êtes pas enraciné et vous ouvrez aux autres, vous allez vous perdre. Vous n'avez pas de racines. Mais celui qui n'a pas de culture, quand il porte cravate, il se croit américain, européen, etc. Donc voilà le message fondamental du chef de l'État. Il a dit le développement de notre propre culture, l'enracinement culturel ne veut pas dire chauvinisme culturel, mais plutôt enrichissement culturel pour s'ouvrir aux autres en restant soi-même. C'est ça qui va nous faire gagner. Et c'est ce que les Japonais ont fait. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que les Thaïlandais ont fait. La Thaïlande n'a jamais été colonisée. L'artiste musicienne d'Outitani Bikinga dite Mistania, Pernwende Gérard Ketega alias KPG, conteur professionnel et Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou alias Iron Bibi Sportif sont les stars qui vont assurer le caractère populaire de l'événement. Des conférences, des ateliers, des expositions, des espaces de découverte des récits de nos héros sont entre autres activités qui vont ponctuer le mois du patrimoine burkinabé. Les autorités municipales de l'arrondissement 12 de Ouagadougou ont organisé une conférence publique sur l'actionnariat populaire au profit des femmes. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 8 mars, célébrée en différé par les autorités municipales. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC a encouragé les femmes à souscrire à l'actionnariat populaire. Les détails avec Sidiki Capri. Pour la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 12, il est important que les femmes souscrivent à l'actionnariat populaire. C'est dans ce cadre que nous avons invité l'APEC pour venir nous conduire cette conférence afin d'amener les femmes à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat communautaire, à sensibiliser les femmes afin qu'à leur tour, elles puissent donner l'information au niveau de la population pour une souscription massive. Pour les responsables de l'APEC, cette initiative est salutaire. Nous pensons que les gens, quand ils vont mieux comprendre, ils vont souscrire beaucoup plus. Donc nous sommes déjà satisfaits de la mobilisation et surtout de l'engagement des femmes. L'agence a déjà enregistré des inscriptions à l'arrondissement 12 et se réjouit que les habitants de cette zone renforcent leur participation au développement du pays. C'est pour le peuple et le président du FASO en tout cas a créé ça pour que tout le monde puisse être à l'aise parce que c'est comme on a toujours dit avant, tout ce que nous avons ici venait de l'extérieur. Et ce que l'extérieur nous donne, il nous impose ce que nous ne voulons pas. Et maintenant que c'est devenu nous-mêmes qui allons faire ce que nous voulons,
Et je pense que c'est tout ça qui nous amène tous à venir s'inscrire pour pouvoir être à jour vis-à-vis de ce qui est demandé. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire est un programme lancé par les plus hautes autorités de la transition pour relancer l'économie en période de crise et au-delà. Ce programme vise à impliquer directement les Burkinabés dans les projets majeurs du pays. La PEC est chargée de mettre en œuvre ce programme qui ambitionne de créer de la richesse par et pour les Burkinabés dans des secteurs clés et stratégiques pour la souveraineté du pays. Autre sujet, l'organisation syndicale des inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle a tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou. Au cours de cette conférence de presse, la structure syndicale a été présentée en plus des défis liés à la gestion des carrières des inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Les détails toujours avec Sidiki Kabri. Le gouvernement burkinabé a accordé un nouveau statut au corps enseignant le 27 janvier 2018, mettant fin à plusieurs catégories d'enseignants comme les instituteurs adjoints, les instituteurs adjoints certifiés, les instituteurs principaux et conseillers pédagogiques itinérants. Un seul corps d'encadrement pédagogique a été créé pour rassembler ces postes, mais les ajustements nécessaires n'ont pas été faits pour maintenir les indemnités pendant et après la formation de ces anciens instituteurs principaux et des conseillers pédagogiques itinérants. Et ce qui est criard, c'est tous ceux-là qui ont eu le concours quelques années avant l'entrée en vigueur de cette loi, ou même pendant l'entrée en vigueur de cette loi, ils ont perdu parce que en les reclassant, on n'a pas tenu compte du fait qu'ils avaient été des fonctionnaires, ils avaient une ancienneté dans la fonction. Mais on les a reclassés tout comme s'ils venaient de rentrer dans la fonction. Donc ils n'ont pas d'ancienneté. Si bien que les promotionnaires qui sont restés, qui ne sont pas partis à l'école, ont eu 3 échelons de plus que eux qui sont partis. En fait, voilà le problème. Il y a un hiatus. Tu vas à l'école pour acquérir des compétences pour servir l'État et au retour, tu te rends compte que ton salaire par rapport à celui que tu as laissé là est inférieur. Parce que nous, on a d'abord passé un concours pour être IP, reparti à l'école pour être IP, reparti pour être conseiller pédagogique et maintenant pour devenir inspecteur. Et malgré tout ça, ceux qui n'ont pas passé de concours touchent un salaire plus élevé que nous. Vous comprenez le hiatus qu'il y a? C'est ce qui fait que nous avons des problèmes et nous demandons que cette loi soit corrigée. Le secrétaire général a souligné l'importance de résoudre ces problèmes et a appelé les autorités compétentes à agir en conséquence. Nous souhaitons que les coupures des inspecteurs soient arrêtées et que ceux qui ont été déjà victimes des coupures là, qu'on leur rembourse ce qu'on a coupé. Et tout ça parce que je suis sûr que si 90% des inspecteurs actuels savaient qu'à leur retour de la formation ils vont subir ces coupures-là, ils n'oseraient pas repartir à l'école. Parce que tu sors à 57 ans, ça veut dire que tu as une chance, tu as seulement une chance pour avoir un avancement. Et par contre, tu vas rembourser près de 4 millions à l'État. Ça veut dire que tu vas traiter ces coupures-là 10 ans après ta retraite. L'organisation syndicale des inspecteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle se donne pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Un mot de culture pour poursuivre ce Savannah midi. C'est parti depuis hier pour la première édition du Salon international féminin du livre de Ouagadougou Siflo. C'est une vitrine où les mots des femmes deviennent des ponts entre les cultures et les générations. Pendant 4 jours, des panels, des rencontres B2B entre les acteurs auront lieu sur le site de l'Institut Goethe à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. Le Salon international féminin du livre de Ouagadougou Siflo est une initiative de l'association Les Pionnières du Livre. Il a pour objectif d'encourager l'écriture féminine tout en œuvrant pour la promotion des œuvres des femmes écrivaines. Il portera haut le combat des femmes écrivaines. C'est une vitrine qui veut prôner la jeune écriture burkinabé au-delà de l'international, afin de permettre à nos jeunes auteurs de voyager et participer à de plusieurs activités à l'international. Avec notre pays aussi qui est dans une insécurité, avec l'espoir qu'on a reçu, je pense que si les femmes décident de se mettre la main dans la main,
il y a espoir que la paix revienne au Faso à travers nos écrits, à travers des messages de sensibilisation, et aussi à travers des caravanes civiques. Pour cette première édition, le thème retenu est « Les femmes écrivaines face aux défis de l'heure ». Selon la marraine, ce thème répond à la lutte actuelle des femmes. Je trouve que ce thème montre toute la responsabilité que la femme prend de ce qui se passe autour d'elle. Aujourd'hui, des femmes se réunissent de plusieurs pays pour parler des défis d'aujourd'hui, des défis qui sont les leurs, qui sont ceux des familles, qui sont ceux des gouvernants, qui sont sur différents aspects donc de notre vie sociale, économique et politique. L'écriture est un beau moyen pour véhiculer des messages d'inspiration, des messages de développement personnel, des messages qui soient boostants, motivants, parce que assurément l'Afrique va quelque part. Vous voyez comment nos autorités travaillent pour demain. Et donc nous aussi on doit être prêts, on doit accompagner la jeunesse à être prêts pour les moments où il faudra vraiment passer à l'action. 14 pays sont invités à ce salon et la Guinée est le pays d'invités d'honneur. Plusieurs activités sont au programme. Nous avons des panels au sein du site même, au niveau de Goethe Institut et au niveau de Okedison Japan. Il y a des panels aussi dans les différents établissements, des masterclass, des tables rondes et des débats to be entre les auteurs burkinabés et les auteurs venus de l'international. Nous terminons la soirée par des remises de distinction, par des remises de trophées, parce que nous avons eu la chance d'avoir un homme d'État, un jeune président qui nous impacte chaque jour, qui a permis maintenant à cette jeunesse de lever le flambeau. Et on a décidé de faire du président de la République le phénix du pionnier des livres pour la première édition du Ciflo, et un trophée lui sera décerné ce samedi. Le Salon international féminin du livre de Ouagadougou dure du 17 au 20 avril à l'Institut Goethe à Ouagadougou. Et pour la suite, place à l'invité du jour, l'abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagra. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Alors, nous allons commencer par vous demander de présenter la nouvelle paroisse de Nagra. C'est ça, c'est la toute dernière paroisse créée dans l'archidiocèse de Ouagadougou. Elle a été créée le 19 novembre 2023 et c'est la 35e paroisse créée. Donc, elle est un découpement de la Padoua et de la paroisse de Pinsy et elle compte 39 CCB. Et nous avons aussi autour de 25 000 chrétiens dans la paroisse, dont 41% sont des commerçants et 31% des ouvriers, 10% de fonctionnaires et puis 7% d'élèves et d'étudiants. Voilà un peu brièvement comment on peut présenter la paroisse de Narlin. D'accord. Alors, pourquoi vous organisez une campagne de formation des jeunes sur toute l'année? Oui, c'est ça. Et effectivement, en faisant une étude sociologique au niveau de la paroisse, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans le chômage, et des femmes aussi qui n'ont pas un revenu très très grand, voilà, et parce que vous voyez la zone non lotie, ce n'est pas toujours simple, c'est des petits métiers et les gens n'ont pas toujours les techniques pour leur commerce, pour leur activité. Alors nous avons pensé qu'il serait bien d'organiser, d'initier un projet au profit des jeunes, des femmes et de tous ceux qui voudraient vraiment s'épanouir financièrement. Donc voilà ce qui nous a conduit à initier ce grand projet que nous avons dénommé CCM, qui veut dire Communauté catholique millionnaire. Est-ce que c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois, comme vous le savez, la paroisse vient d'être créée. Donc c'est une première, c'est la première édition. Ça va très très vite en arrêt parce que les gens sont très très dynamiques. Donc c'est pas un lieu où il faut traîner. Quand on voit des difficultés, il faut aller rapidement pour résoudre. Donc c'est une première, mais quand même qui a beaucoup d'engouement parce que c'est comme si les gens attendaient vraiment que nous puissions lancer ce projet à leur profit. Alors comment ces formations vont se dérouler? Voilà, donc ce projet sera constitué essentiellement de formations. Et les formations, il y en a de 2 ou 3 niveaux. Nous allons avoir des formations sur l'éducation financière, sur la gestion de la trésorerie. Donc ça, c'est un peu théorique. Et nous allons avoir une deuxième catégorie de formation et sur des métiers, voilà, des formations pratiques comme la fabrication des pommades, de cordonda. Voilà, nous allons faire un peu de tissage, de menuiserie, voilà, l'événementiel, de e-commerce, voilà, de fabrication de, je sais pas, des jus,
voilà, des pommades, des purées de poids. Donc il y a plusieurs formations. Donc ça c'est le premier niveau du projet. Le deuxième niveau, il s'agirait de l'accompagnement de tous ceux qui viendraient pour ce projet, parce que nous comptons après la formation que ces personnes puissent aller dans des ateliers, voilà, dans des lieux où ils peuvent perfectionner, approfondir ce qu'ils ont appris lors des formations. Et enfin, le troisième niveau, ça sera le réseautage. Comment mettre en contact tous ceux qui ont été formés avec leurs formateurs ou avec d'autres partenaires ou avec des gens qui pourraient les aider, voilà, financièrement ou vraiment techniquement parlant. Donc voici les trois niveaux de ce projet que nous initions pour les fidèles de la paroisse de Narin et tous les fidèles catholiques. Est-ce que ces formations, c'est en fonction des besoins des fidèles? Oui, parce que comme je disais, nous avons fait l'étude sociologique et nous avons, on a vu un peu comment les activités que les gens mènent. Et en plus de cela, il y a eu un questionnaire que nous avons lancé, il y a eu une enquête. On a recueilli un peu les besoins des gens. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous dans cette paroisse? Voilà, donc il y a cela. Mais en plus de cela, quand même, nous allons tenir une session de lancement avec tous ceux qui se seraient inscrits pour voir concrètement, voilà, encore quels sont les besoins de formation, voilà, que vous voudrez que nous fassions. Donc nous offrons des opportunités, nous faisons des offres, mais on attend de retour aussi que les gens puissent nous signifier aussi leurs attentes. Et ce sont des formations qui sont uniquement réservées aux fidèles chrétiens? Non, c'est ouvert à tout. C'est ouvert, c'est tous ceux qui voudraient vraiment changer de mentalité et créer une économie forte. C'est ouvert, voilà, mais quand même on a certaines conditions. Il faut avoir au moins 15 ans par exemple, et puis avoir le courage de travailler, parce que c'est du travail. Et les millions ne peuvent pas descendre du ciel, hein. C'est en travaillant. Donc il faut avoir quand même ces conditions-là pour pouvoir participer à ce projet. D'accord. Parlant de conditions, comment y participer? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir afin de participer à ces formations? C'est ça. Donc je disais tantôt, ça c'est les conditions par rapport à l'âge, mais il y a une inscription à faire pour faire partie de ce grand projet, et cette adhésion fait 10 000 francs. Donc en plus de cela, si vous vous intéressez à une formation spécifique, vous payez 10 000 francs aussi pour toutes les formations spécifiques maintenant que nous avons citées. Donc, par exemple, si vous voulez faire l'élevage, c'est 10 000. Si vous voulez faire une formation, je ne sais pas, hors sol, de culture hors sol ou l'agriculture, le maraîchage, etc., c'est 10 000 aussi par formation. Donc, voilà un peu les quelques conditions que nous avons mises en place. Alors, votre paroisse organise ces activités, c'est du 19 au 28 avril. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Voilà, c'est vrai. Donc, le projet CCM fait partie, en fait, d'une série d'activités que nous avons initiées à l'occasion de la fête de la paroisse. La première fête, la paroisse est sous la protection de Saint-Marc, qui, d'une manière générale, dans l'église, on fête la Saint-Marc le 25 avril. Mais nous avons repoussé pour faire ça le 28 avril. Donc nous avons initié plusieurs activités durant 9 jours. Et donc c'est pour ça que ces activités commencent du 19 au 21. Nous allons avoir des campagnes d'évangélisation, des campagnes d'établissement des actes de naissance, des pièces d'identité, voilà, et puis plusieurs autres activités que nous allons mener au cours de ces 9 jours. Alors, vous avez tantôt dit qu'il y a de l'engouement, c'est comme si la population ou les fidèles attendaient justement ces formations. Alors, quel est votre message aux jeunes? Alors, mon message, c'est qu'il ne faut pas attendre. Voilà, il y a des gens parfois qui hésitent, et puis comme on parle d'entrepreneuriat, il y a des gens qui sont un peu paresseux, ou bien quand on parle d'argent, il y a des gens qui hésitent. Alors là, il faut y aller, et puis nous allons avancer ensemble, travailler et pour nous épanouir financièrement et spirituellement. Donc l'appel, c'est que les gens puissent s'inscrire et puis ne pas attendre, parce que toujours il y a des gens qui hésitent et qui mettent des doutes. Il faut aller, il faut avoir foi à ceux qui organisent, et puis ensemble nous allons pouvoir avancer. Est-ce que l'abbé a autre chose à ajouter? Ouais, autre chose à ajouter, c'est que je voudrais quand même revenir sur la série d'activités que nous allons mener du 19 au 21. Voilà, je disais tantôt que nous allons, et justement c'est après les enquêtes sociologiques, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier par exemple. Voilà, donc nous allons faire l'établissement des actes de naissance, des pièces d'identité le samedi 20, et le dimanche 21 c'est le lancement du projet CCM, et le lundi 22 nous allons avoir des prières dans nos CCB, et le mardi et mercredi prochain nous allons avoir
une campagne d'évangélisation avec l'abbé Blaise Bikaba. Et le jeudi, ce sera le jour J même de la Saint-Marc, nous allons dire des messes dans nos succursales. Et le vendredi, nous allons penser aux victimes du terrorisme. Donc pour ce faire, nous allons dire une messe spéciale, on appelle ça une messe votive. Et nous allons aller au cimetière rue de Saponnet pour penser à tous ceux qui sont morts à cause du terrorisme. Et le soir, nous allons faire une grande veillée funèbre à l'intention de toutes ces personnes décédées. Et le lendemain, maintenant, nous allons avoir le 28 avril une grande messe avec l'archevêque de Ouagadougou, notre père évêque, Monseigneur Prosper Contiebo, à partir de 8h sur le site de la paroisse. Donc c'est une invitation, un appel à tous ceux qui voudraient faire le déplacement en Arlin pour participer à cette série d'activités. Merci beaucoup, l'abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin. Vous restez avec nous, nous terminons avec l'actualité sportive. Après plusieurs semaines d'arrêt, le championnat national d'élite de football a repris du chemin hier avec les premières oppositions de la 20e journée au stade municipal Dr Issouf Joseph Konombo. L'AS Sonabel et l'USFA se sont neutralisés un but partout. Voyons tout cela avec Ruben Wilson Kodio. C'est une reprise difficile pour ces deux formations qui comptent jouer le premier rôle de cette compétition. Mais les électriciens de l'AS Sonabel plus combatifs ont ouvert le score avant de se faire rattraper. Score final, un but partout. Dans la mesure où nous avons fait le nul, et ça ne me convient pas. Nous étions venus cet après-midi pour gagner les 3 points. Mais malheureusement, nous avons eu beaucoup de déchets à la conclusion. C'est-à-dire que nous ne sommes pas très concentrés devant le but. Et cet après-midi, ça nous a démontré encore plusieurs fois qu'il faut encore travailler sur le plan offensif et surtout sur la technique, la finition. Parce que les gens n'ont pas de rythme, ils n'ont pas de rythme. Et on vient de commencer, je pense que peut-être la 3e, 4e journée, les joueurs auront du rythme. Et c'est la cause de trop de joueurs tombés dans les différentes actions. Oui, bon, on pense que ce match là vraiment nous laisse beaucoup de frustration parce que on pensait qu'on pouvait gagner ce match. Voilà, c'est des trucs. J'ai toujours dit que je n'aime pas parler des arbitres. Je ne veux pas parler des arbitres, mais quand même, ils n'ont qu'à quand même suivre au moins. Tous on est concentrés pour venir réussir notre semaine. Voilà, donc ils n'ont qu'à se concentrer un peu pour que vraiment on puisse voir un beau football. Parce que le ballon normalement est sorti sur l'égalisation, mais on va voir les ralentis. Bon, c'est pas évident. À vitesse réelle, on peut pas juger. Donc il faut attendre pour voir les ralentis, pouvoir confirmer. Mais néanmoins, quand même le 4e ou l'abus de touche quand même pouvait parler. Voilà, il pouvait l'aider. Voilà, donc du coup, c'était pas un problème. Le match nul, on ne peut pas cracher sur le match nul. C'est le début du championnat. Donc un match nul, c'est pas mal. Notons que toujours pour le compte de la première manche de cette 20e journée, Royal FC et Sporting des Cascades se sont neutralisés 2 buts partout. Majestic ST en déplacement à Koudougou a battu la SEC 1-0 et Kouzaf a été tenu en échec 0 but partout par la SFB. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour cette constante fidélité. La suite du programme dans un instant.